RCN. Le son de la différence. Le son des bulles sur RCN. Vous êtes sur RCN et vous écoutez Le son des bulles, émission entièrement consacrée à la bande dessinée. Eh bien, mes chers amis, c'est la 5e année que nous commençons aujourd'hui pour Le son des bulles. Je ne savais, on en a parlé l'autre jour avec Charles, on ne savait plus trop si c'était le 5e ou la 6e année. Et j'ai ramené le quartier libre de, donc le Chronique nancéenne, un livre qui a été édité par La Parenthèse, parce qu'à la première émission du Son des bulles, nous avions présenté donc quartier libre, et il y avait Olivier Romac qui était là pour nous parler de ce livre et de sa contribution à cet ouvrage. Et il y a dedans quelques pages de Sylvie Bessard. Bonjour. Bonjour Sylvie, et je parle d'elle parce que vous allez avec nous aujourd'hui avec Monsieur Benoît. Bonjour. Voilà, qui vont nous parler de leur dernier livre, les premiers livres ensemble d'ailleurs, c'est Clos et Couette, qui paraît aux éditions Paquet. Je reviendrai parmi vous tout à l'heure. Donc, cinquième émission. Donc, je vais vous présenter mes chroniqueurs pour cette année. Ça n'a pas trop changé par rapport à l'année dernière. Alors, en France, on manque de moutarde, on manque de pétrole, on manque de gaz, on manque de quoi encore? De professeurs. Mais au son des bulles, on manque pas de chroniqueurs de qualité. Oh là là. Ah bah oui. Ça t'y réfléchis. C'est pas mal. Donc, il fallait bien 5 ans pour arriver à cette... Pardon ? Il fallait bien 5 ans pour arriver à cette... À celle-là, non, tu lis le dernier numéro de Charlie Hebdo et tu verras que j'ai trouvé... c'est juste un copier-coller à peu près. Donc, comme chroniqueur, nous avons Françoise qui aujourd'hui travaille, ne peut pas être parmi nous. Nous avons Anne-Marie qui fait son rôle de mamie qui garde ses petits-enfants. Nous avons Francine. Bonjour. Voilà, notre passionnariat de la bande dessinée. Nous avons Olivier, un peu chien fou. Bonjour. J'ai bon espoir de le calmer, mais j'y arrive jamais. Oh, si, c'est un peu de temps en temps. Et nous avons donc le vénérable Charles. Bonjour. Qui connaît tout de la bande dessinée, mais du siècle dernier. Si. Oui. Et puis de toute façon, s'il ne connaît pas, il invente. Donc il n'y a jamais aucun problème. Comme les témoins sont morts, ça passe. Voilà, il n'y a aucun souci. Alors, on vous rappelle qu'on a une page Facebook qui s'appelle, alors là, les jeunes vont vous dire comment on fait pour aller là-dessus. Là. Oh, c'est très compliqué, ça s'appelle Le son des bulles. Voilà, et puis c'est tout. C'est tout. Voilà. Il y a juste à taper Le son des bulles sur Facebook, vous y arrivez, il y a des trucs hyper sympas. J'y vais. Je confirme. Confirme. Vite, on a un abonné de plus. Ça y est. Et voilà. Et petite particularité cette année. Alors cette année, on change de régime. On passe au format une émission par mois. Mais par contre, on fera des émissions. L'année dernière, on avait 2 émissions par mois. Mais par contre, on fera des émissions spéciales. D'ailleurs, la première émission, on peut déjà vous annoncer le thème. Ce sera Mister Gire ou Monsieur Moebius ou l'inverse, je ne sais pas trop. Donc là, on s'attaque à du lourd. On est bien petit pour parler de ce multiple personnage, on va dire, mais bon, allez, soyons fous, on va le faire. Hein. Ouais, puis on le fait toujours avec passion et amour. Voilà. Et donc, le son des bulles passera tous les jours, tous les mois, le premier jeudi du mois, de 18h à 19h. Dès le lendemain ou le soir même, vous avez donc l'émission qui passe en podcast. Et... Non, mais les langues étrangères, moi, je ne sais pas. Et tu n'y arriveras jamais. Mais non, mais c'est ça qui fait mon charme. Voilà. Et l'ami Olivier, il met tout ça sur notre page Facebook. Oui, voilà. Dès qu'il a 5 minutes. Oui, bon. Tout à fait. On se tourne devant Sylvie et Monsieur Benoît. Alors, on va commencer par Monsieur Benoît, parce qu'on va lui demander de se présenter. Alors, moi, je m'appelle Benoît, en effet. Ah, c'est pas Benoît, c'est Benoît. Allez. C'est pas obligatoire de dire monsieur devant. Allez, je vais arrêter. Donc c'est ma première BD avec Sylvie en tant que scénariste. Oui.
Dans la vie, je suis graphiste, donc ça Oui. n'a rien à voir avec le métier de scénariste. Donc Oui. j'ai tout appris et Oui. c'était super, c'était une très chouette expérience. Et je sors en même temps que Chloé Couette, Petit Frisson, avec Charles Dutertre. Tout Voilà. à fait. Et j'ai vu sur la présentation sur les éditions Paquet que ton arrivée dans la bande dessinée, c'était un cheminement normal. Ouais, c'était presque un petit peu logique parce que je traîne dans ce milieu depuis tellement de temps que quand avec Stéphane, on s'est dit, on n'a qu'à faire ça. Stéphane, Je me suis dit, c'est Stéphane Godefroy de la parenthèse. oui. exactement, qui est notre éditeur sur ses livres. Et quand il m'a dit, écoute, écris, et j'ai dit, oui, faisons ça. Et puis ça s'est fait tout naturellement. Et maintenant, ça me semble tout à fait logique. J'espère que ça l'est. On va voir ça. Bonne réussite dans le métier de la bande dessinée. Merci beaucoup. Sylvie, donc tu es diplômée des Beaux-Arts de Nancy. Oui. Voilà, jusqu'à présent, tu as beaucoup travaillé dans l'illustration. Oui, L'illustration jeunesse principalement. Oui. Voilà, donc édition Milan, J'aime lire, Toboggan, Astrapi, j'en oublie. Oui, en presse, et puis en édition Nathan, édition Gallimard, beaucoup de documentaires aussi. Beaucoup de documentaires. Et donc te voilà, alors c'est ta première bande dessinée. Bon, il y a quelques pages dans le quartier livre, il y a Oui, 6 ou 7 pages, je n'ai pas recompté. Mais Oui, j'avais déjà fait des participations avec des collectifs, et puis des récits courts Oui. dans des magazines. Mais là, c'est la première fois que je dessine un livre entier. C'est bien. Du début C'est à bien, la et puis en fin. plus, allez, je vais le dire tout de suite, personnellement, je trouve que c'est une réussite. Oh, c'est gentil, merci. Voilà. Sauf, j'ai une petite critique, c'est que il y a une énigme dans ce livre, je ne l'ai pas trouvée. Mais voilà, mais on vous en veut pas, il n'y a pas de souci. On a un peu plus de 6-7 ans, donc ça doit être un peu ça. On doit être trop vieux. Il ne On doit- faut on pas doit- dépasser un certain âge Voilà, pour comprendre ce C'est ça. genre de Voilà. On s'adresse plus à notre public Alors, et pas plus. Explique-nous comment tu es arrivée dessinatrice sur ce projet-là. Eh ben, par l'intermédiaire de Stéphane, toujours lui, de la parenthèse, Oui. qui projetait de lancer une nouvelle collection. Au départ, il m'a demandé si ça m'intéressait d'écrire, de faire un livre seul. Et comme j'avais déjà aussi beaucoup de projets à côté en jeunesse, je me voyais pas, j'avais pas forcément le temps et je me voyais pas d'écrire un livre en entier. Il m'a proposé éventuellement de me conseiller quelqu'un pour écrire un scénario. Je dis oui. Et c'est comme ça que j'ai fait à la fois mon premier livre et La connaissance de Benjamin. Vous ne connaissiez pas avant. On se connaissait pas du tout, non. C'est Stéphane qui nous a mis en contact pour ce livre. Beaucoup de disputes depuis entre Benjamin et toi? Pas Aucune, je encore. pense. Bon, on a eu un différend hier soir à propos d'une coupe mulet, mais Ah oui, c'est sinon, La mienne, la coupe mulet. Ça doit se résoudre, ça. voilà, c'était notre première dispute officielle. D'accord. Alors, il y a une question qui nous intéresse, nous, parce que on est à la 5e année, mais on n'a jamais eu le plaisir de recevoir en même temps le scénariste d'une bande dessinée et le dessinateur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez travaillé? Ensemble, tout le temps, à peu près. Oui, Non, vous avez plus- la chance d'habiter... Juste pas très loin, ouais. vous habitez tous les deux sur Nancy, Oui, oui. voilà, Mm. donc ça, à mon avis, ça facilite la tâche, quoi. Complètement, surtout que, par exemple, pour prendre l'exemple de Petit Frisson, avec Charles, j'ai travaillé dans mon coin pendant un temps, puis je lui ai envoyé, il a travaillé dans son coin. Et on échangeait de temps en temps pour s'assurer que tout est sur la même longueur d'onde, mais on n'a pas vraiment travaillé ensemble pendant le processus de création. Avec Sylvie, c'est tout l'inverse. La première fois qu'on s'est rencontrés à la parenthèse, on a décidé de l'atmosphère du livre ensemble. Et à partir de là, on a continué à se voir fréquemment pendant que j'écrivais, puis pendant que Sylvie dessinait, pour s'assurer que on est toujours sur le même chemin. Et ça a été, on a toujours été sur le même chemin et on ne s'est pas perdu. C'est que c'était un bon signe. Il n'y avait pas de croisement, quoi. C'est ça, la route allait tout droit, donc Oui, ça ça a allait. été. Mais pas exactement, parce que l'écriture d'un livre, c'est jamais une route toute droite. C'est plus un chemin plein de petits pièges à éviter. Mais je crois qu'on s'en est bien sorti. On a beaucoup échangé et rebondi. Il écrit une partie du texte. Moi, je commençais les croquis sur la partie qui était écrite. Après, on se voyait,
on en discutait. On a perdu beaucoup de temps aussi à se raconter. Ouais. À faire Nos- connaissance quelque part. Voilà, nos lectures, les films qu'on regardait, nos références, parce qu'on n'est pas du tout de la même génération, mais en même temps, on a des références communes. Il y a un jeune et une moins jeune. Une c'est moins ça jeune, voilà. Voilà. C'est ça. Mais moi, je perçois pas trop la différence d'âge, mais oui. Oui, mais quand même. c'est un petit peu quand même. Moi, en tout cas, sur ce qui est plus récent, il m'a beaucoup parlé de choses récentes, du web, des choses moi, je suis encore plus en cinéma et papier, mais lui aussi. Hein. Mais je veux dire, moi, pour tout ce qui est web, j'étais un peu moins calée. Il m'a donné beaucoup de choses qui se passaient sur Internet. Enfin, bon, bref, on a beaucoup échangé D'accord. là-dessus. Et est-ce que chacun intervenait dans le travail de l'autre? C'est-à-dire, est-ce que... En parlant de ces références, justement, en échangeant sur les références, ça permettait de dire, ah bah tiens, est-ce que tu connais ça? Du coup, chacun allait voir ce que l'autre proposait d'aller voir, et ça permettait de rebondir et de trouver des choses communes. Oui, quelquefois, on est parti très très loin dans des références qu'on ne retrouve pas dans le livre. Voilà, mais ouais. et après, on a recentré, dit, ah oui, mais si, ça, on peut le mettre dedans, ça va être rigolo, ou enfin, voilà, ce genre de choses. On a eu beaucoup, oui, de retours informels, mais qui en même temps se sont retrouvés d'une manière ou d'une autre dans le livre au fur et à mesure. Et puis après, voilà, on repartait chacun de notre côté, on retravaillait de notre côté, et puis 15 jours plus tard, on remettait en commun ce qu'on a fait comme ça. Un livre comme ça représente quelle quantité de travail? Bon, beaucoup moins pour le scénariste, c'est ça? Non, Non. pas exactement. Enfin, c'est du travail très différent, mais je sais que moi, avant de me mettre à écrire, donc vraiment à écrire de façon brute, à mettre des mots sur des feuilles, il me faut un bon mois, voire plus, de réflexion, où j'ai besoin de simplement réfléchir à ce qui va se passer dans l'histoire. Et donc ça augmente le temps d'écriture du scénario de façon un petit peu superficielle. Mais c'est vrai que en termes de travail brut, je pense que le dessinateur fait beaucoup plus de travail que le scénariste. Mais en tant que scénariste, moi je sais que j'aime bien suivre toutes les étapes et ne pas laisser les dessinateurs tout seuls, ne pas savoir quoi faire. Et, oui, sinon Sylvie s'en sortirait pas sans toi. Non, c'est pas ça que je dis, pas du tout. Elle s'en sort très très bien. Il a été d'un soutien c'est très précieux. Et toi, même question, quelle charge de travail ça représente? Comme c'était ma première bande dessinée, il y a eu beaucoup de travail en amont aussi, de recherche stylistique, ne serait-ce que... Moi, c'est différent de lire de la bande dessinée et d'en dessiner. En fait, tout ce qui était chant contre chant, comment est-ce qu'on fait pour animer des pages, tout ça. Je me suis rendu compte que j'avais beau lire de la bande dessinée, c'était pas forcément facile de l'autre côté de réécrire un langage de bande dessinée, parce que en venant de l'illustration, c'était pas du tout le même type de dessin et de langage. Donc ça, en amont, ça a été assez long pour moi. Et de faire vraiment toute la partie croquis, être satisfaite de la narration en fait. Vraiment un travail, c'était vraiment plus dur au niveau de la narration. Après, quand il y a eu à faire les pages, c'était assez rapide. Les pages en couleur, elles ont été faites peut-être en 2 mois, alors qu'il y a peut-être eu 3 voire 4 mois en amont de scénario, de narration, de réflexion. De savoir comment rendre les pages vivantes, qu'elles soient pas répétitives. Tout ça, je l'ai appris vraiment avec cette bande dessinée sur le tas en fait. D'accord. Une petite particularité, je ne sais pas si c'est important ou pas, la bande dessinée là se passe dans un musée, et là ça se passe aussi dans un musée. Oui. C'est une coïncidence, Ça fait partie de ce que disait Benjamin la première fois qu'on s'est vu à la parenthèse, quand on a réfléchi à la base du scénario. C'est là-dessus en partie qu'on s'est mis d'accord, c'était essayer de trouver quelque chose qui me corresponde et puis qui lui corresponde, où on puisse se retrouver tous les deux. Et le musée, c'était quelque chose que moi je connaissais de par l'illustration, de par le documentaire, et puis un lieu emblématique que j'affectionne. L'aquarium, c'est ça ? L'aquarium pour Quartier Libre. L'aquarium de Nancy, ce genre de musée. Et puis, pour toi aussi... Ouais, moi aussi, c'était agréable de trouver un lieu dans lequel on avait tous les deux envie de raconter une histoire, et qui, en plus de ça, était un écrin parfait pour une enquête, parce que la toute base de la base de la base, quand on s'est rencontrés, j'ai proposé à Sylvie de faire une enquête. On s'est dit oui, ou dans un musée, et à partir de ce moment-là, il fallait trouver quelle serait l'enquête.
Et le musée offre une D'accord, pluralité donc, voilà, d'enquêtes donc, possibles. Donc ma question C'est était génial. pertinente, donc c'est bien. Alors je te dis tout de suite, Très si bonne tu avais question. posé la même question à Charles, tu aurais eu rendez-vous dans un bistrot. Hein, ça, c'est... Charles, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire que je travaille différemment. Moi, si tu veux, j'écris et je dessine et après j'essaie de voir ce que j'ai fait. Tu vois, j'explique Le après, lendemain oui. matin. Donc le travail de réflexion se fait a posteriori. Voilà. Voilà, et puis il y a beaucoup de taches de vin sur ces planches, mais c'est pas grave. Non, mais c'est pour faire beau, je crois, les taches de vin sur les planches. Oui, c'est ça, si elles sont bien placées. Sylvie, je crois me souvenir que tu es passionnée du Japon, Oui. que tu vas très souvent au Japon, Le plus souvent possible. le plus souvent possible. Quelle est l'influence du Japon sur ton œuvre artistique? S'il y en a une, je ne sais pas. Alors, ce qui est marrant, ce qui est étrange, c'est qu'on m'a beaucoup parlé de l'influence du Japon dans le dessin de Chloé Couette, alors que ce n'était pas, à la base, c'était pas du tout voulu. C'était Oui. pas mes influences en matière de bande dessinée, et encore plus pour cette bande dessinée-là. Maintenant, je pense que le Japon se glisse un peu tout seul dans le dessin sans que je le lui demande. Il y a une influence, semble-t-il. Oui. Mais elle n'est pas forcément voulue. D'accord. Voilà. Moi, j'étais en... Le Japon fait partie de toi, donc il ressort naturellement. Et oui, je pense qu'il ressort naturellement. Moi, les références pour cette BD, elles étaient plutôt américaines. Ah. Pour moi, moi j'ai plutôt ressorti mes vieux Placide et Museau. C'est du siècle dernier, ça. Oui, Charles, voilà, tu connais voilà. Pardon? Voilà, ça y est, il est sourd maintenant. Placide et La Museau. réponse, c'était pas. Ah bah oui, mais oui. Ouais, mais oui, Placide connaît, c'est et bon. Museau. Évidemment. Pim Pam Poum. Enfin voilà, Oui, moi c'était vraiment oui. c'était la bande dessinée que je lisais moi jeune. Moi j'ai surtout lu le journal de Mickey. Enfin voilà, j'ai été lu au journal de Mickey. Donc pour moi, les références, elles étaient plutôt là. Alors D'accord. c'est marrant que finalement les lecteurs ils voient du Japon. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça te va bien, non? Ça me va apparemment. bien aussi, oui. Ça oui, va oui. bien. Mais Bon. ça m'étonne pas trop, moi, parce que je sais que dans les références qu'on s'est données au fur et à mesure, parfois on utilisait beaucoup de cinéma d'animation Oui, et de c'est séries vrai. d'animation japonaises. C'est vrai. Oui. Et voilà. Est-ce que Chloé Couette est un peu détective Conan? Peut-être. Il y a peut-être un peu du Miyazaki, je sais ouais. pas. Bon. Benoît, Oui. il y a un deuxième livre qui est sorti. Oui. Allez, 30 secondes pour nous en parler. Alors, Petit Frisson, tome 1, La Maison des Sorcières. Oui. C'est donc une seconde série chez Canaille, la collection que l'on inaugure chez Paquet. Oui. Et Petit Frisson, c'est la concrétisation de mon amour absolu pour Chair de Poule et Les Contes de la Crypte et toutes ces séries qui essayent de faire peur aux enfants sans les effrayer pour autant. et donc voilà, c'est le premier livre que j'ai écrit. C'était Oui. avant d'écrire Chloé Couette. Donc voilà, c'est le tout premier. Et d'accord, quand il a donc été question t'as d'écrire de commencé la par celui-là, jeunesse, d'accord, oui. ouais. Quand il a été question d'écrire de la jeunesse, je me suis posé un petit peu pour réfléchir. Et je suis tombé sur ma bibliothèque, sur l'étage rempli de chair de poule. Parce que je les collectionne, évidemment, comme toutes les personnes qui sont nostalgiques de leur cours de récré. C'est pas mon cas, mais en tout cas, moi j'adore les chairs de poule et j'en suis complètement taré. Et donc, je me suis dit, mais oui, voilà ce qu'il faut Chose faire. avouée, hein. Oui, mais ça m'a paru comme une évidence de faire un hommage à Chair de Poule en bande dessinée. Ça me paraissait parfait pour un public jeunesse. Et voilà, et j'espère que c'est réussi. J'ai eu des retours d'enfants qui ont eu un peu peur, donc je suis assez content. Bon, je ne l'ai pas lu encore, j'hésite à le lire, mais... Ouais, Bon, allez, on essaiera quand même, hein. On peut peut-être préciser à partir de quel âge? à partir de 6 ans. Voilà. Voilà. Bon, ça va. Ce sont des premières lectures, donc il n'y a rien de traumatisant. Mais c'est vrai qu'il y a des pages assez impressionnantes, je dirais. Une en particulier pour... La sorcière. Voilà, exactement, Francine. Quand on la voit en pleine page. Oui. Quels sont vos projets à tous les deux? Vous travaillez sur quoi, là? Si c'est pas indiscret, hein, Non, bah, vous travaillez plus, quoi. Vous avez Si, gagné assez si, si. d'argent, vous arrêtez, ça y est, Pas bingo. encore, malheureusement. Non, moi donc, donc scénariste, c'est un métier, un second métier. Donc, j'ai mon métier de graphiste et de chargé de communication qui prend parfois le dessus et qui me laisse pas assez de temps pour travailler. Oui, Cependant, je commence à écrire une nouvelle série pour Canaille. Donc, ce sera une 3e série avec Donc, une c'est- nouvelle dessinatrice. oui, c'est ça.
Donc c'est un secret? Ça, c'est un secret pour D'accord. l'instant. Pas de souci. Et puis, j'ai en tête les tomes 2 de Chloé Couette et de Petit Frisson, évidemment, qui viendront quand leur temps sera là. Donc la collection Canaille, c'est que des anciens, quoi. Pour rentrer dans cette collection, il faut être ancien. Alors, on n'a pas voulu le faire. Pour l'instant, c'est un peu le cas, hormis Charles Dutertre de Petit Oui, c'est Frisson. vrai, exact, oui. Mais ma prochaine dessinatrice pour la 3e série... Qui est? J'ai pas le droit de le dire. Enfin, Je sais pas si j'ai hein. le droit de le dire. J'ai essayé. Je vais pas le dire, je vais pas prendre le risque. Elle n'est pas du tout nancéenne, elle est belge. Ah, d'accord. Bon. Et Sylvie, tu travailles sur quoi? Donc il y a le tome 2 qui va, je pense, pas tarder à être mis sur les rails. Et puis sinon, toujours en jeunesse. Toujours des D'accord. livres à venir, de la presse. Je continue. Je continue l'illustration jeunesse. Très bien. Vous avez des questions particulières à leur poser, hein, Non, juste souligner le très beau pop-up sur Paris de Sylvie. le qui est- pop-up? Un pop-up, ouais, C'est vous quoi, ça, un l'ouvrez, pop-up? ça fait pop et ça fait pop. Oh là 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 là. Donc c'est magnifique pour connaître un petit peu les quartiers de Paris. C'est vraiment un beau voyage que vous nous offrez. Merci beaucoup. Alors, c'est un livre qui date de 2013. Il a une belle vie, Belle ce vie, livre. ouais. Déjà, ça va bientôt faire 10 ans. Et là, c'est la 2e édition. Il vient d'être réédité. Et je suis très contente que les éditions Milan aient pensé à le rééditer. Magnifique. Merci. Très bien. Autre chose à dire? Un message? Non, bonjour à Bah, Suivez message sur les réseaux personnel. sociaux, non, c'est Message- bien. Et question que j'ai jamais posée. Quelle est la bande dessinée que vous êtes en train de lire? Ah, c'est très... Alors moi, c'est cool. En plus, j'en ai une tout de suite, donc comme ça, tu peux réfléchir de ton côté. Sylvie. En ce moment, je lis Tomie de Junji Ito. Oui. Donc oui. c'est un ouvrage culte de l'horreur en bande dessinée et particulièrement en manga dans ce cas précis. Oui. Et c'est merveilleux. J'avais très hâte de le découvrir. Il manquait à ma culture horrifique et c'est vraiment très 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 bien. Tu aimes vraiment Je tout ce qui fait confirme. peur, quoi. Oui. Et Sylvie, toi, tu lis pas de bande dessinée? Si, quand même, j'en lis. La dernière que j'ai lue, c'est La concierge du grand magasin, qui est aussi un manga, Oui. qui vient de sortir, je pense, assez récemment. Et c'est l'histoire... les grands magasins au Japon ont des hôtesses d'accueil qui, quand on rentre dans les magasins, disent bonjour, sont là pour accueillir tous les clients. Et là, c'est un grand magasin qui reçoit des espèces animales en voie de disparition. Et bon, c'est particulier, c'est japonais aussi. Voilà. Et c'est une hôtesse qui prend grand soin des animaux qui viennent dans le grand magasin. C'est un peu décalé, c'est japonais, j'aime beaucoup. D'accord. Merci d'être venu. On vous souhaite une bonne réussite. Mais merci Merci. à vous. Et vous revenez quand vous voulez. Trop À bien. préciser Voilà. quand même qu'ils sont tous les deux au livre sur la place. Ah, mais oui, les c'est- vendredis, samedis et dimanche. C'est Et vrai. Ouais, voilà, elle fallait me- les découvrir. Elle me vole ma Ah, tradition. d'accord. Donc, j'allais dire que vous êtes tous les deux au livre sur la place et je laisse Francine nous parler des rencontres et des événements du livre sur la place. Donc oui, les rencontres, parce que s'il fallait citer tous les auteurs présents, ça serait un petit peu fastidieux. Donc je ne vais parler que des rencontres au livre sur la place. Alors, contrairement aux autres années, il était peut-être un petit peu difficile de voir la BD. Quand on regarde le programme, la BD est là, mais elle est diffuse. Elle est avec d'autres rencontres, donc il fallait bien l'éplucher. Alors, je vais vous faire un petit récapitulatif des diverses rencontres. Je vous la fais comment? Par jour, par auteur, par... Comme vous voulez. Par jour, mais en sens inverse. Non, par jour, et dans le sens normal, c'est ce que j'avais Voilà. prévu. Donc, vendredi, on commence vendredi avec une première rencontre qui aura lieu au Palais du Gouvernement de 16h30 à 17h30. Et c'est par rapport à l'album Cabu, la rafle du Veldiv. Alors, à savoir que cet album, il y aura une discussion entre Véronique Cabu, la femme de Cabu, et Laurent Joly, qui est directeur de recherche au CNRS, commissaire scientifique de l'expo, qui a lieu actuellement au mémorial de la Shoah, et ce jusqu'au 7 novembre.
Hein, cette exposition, elle est justement pour commémorer les 80 ans de la rafle du Veldiv, qui avait eu lieu le 16 juillet 42. Donc voilà, un premier rendez-vous. Un vrai temps fort. Un temps fort, bien sûr. Deuxième rendez-vous, on va passer au samedi 10. Alors, c'est en voie de disparition, quand on parlait des espèces animales. Donc, celle-là a lieu au Muséum Aquarium de Nancy. Alors, justement, Sylvie en parlait. Elle va traîner là-dedans, j'en suis sûr. Donc, voilà. Donc, de 10h30 à 11h30, et ça a comme sujet en voie de disparition, justement. Donc, ça regroupe... une romancière, Sylvie Grimbert, avec Le Dernier des Siens. Alors, Gus, un jeune scientifique, sauve du massacre le dernier spécimen sur Terre des grands pingouins. On a aussi Alexis Génie, un romancier, qui lui va raconter dans son livre, raconte les 5 extinctions charriveraient majeures. Et puis, va parler de la 6e qui, malheureusement, est en cours actuellement. Et enfin, au niveau BD, on va rencontrer donc Yann Legendre et Serge Lehmann au scénario pour Vega, la nouvelle série qui va sortir chez Albin Michel, qui n'est pas encore tout à fait sortie puisque ça sort le 12 septembre. Ça sera en avant-première au Livre sur la Place. Alors là, on est sur un polar SF comme en Lehmann les aime. On est donc en 2060. La Terre a subi bien des problèmes à cause des effets du dérèglement climatique, en plus de ça d'une tension due à des conflits de l'expansionnisme chinois. Alors au cœur de la jungle, une anthropologue, Anne Vega, va se trouver nez à nez avec la dernière orang-outan femelle qui existe sur Terre. Et elle va tout faire pour la protéger, quand on sait qu'en plus de ça, il y a un mouvement antispéciste, Alter Pongo, qui lui va tout faire pour évidemment s'approprier et cloner, puisque c'est leur truc. Hein. Voilà, alors puis on va partir. Alors pour se mettre un peu à l'abri de tout ça, il y a des tas d'aventures évidemment, le dessin est somptueux, les couleurs aussi. Et puis ils vont partir à l'aventure. Elle va partir se réfugier sur... sur une orbite, sur une station orbitale. Voilà, je cherchais mes mots. Alors tout ça, donc autour de l'extinction de masse au musée Aquarium le samedi matin. Alors le samedi matin, toujours, alors là, Olivier nous en parlera tout à l'heure, puisque ça concerne la chronique dont il va nous parler, qui est l'institutrice. Alors là, on va aller au Caméo. Au Caméo Saint-Seb, un lieu qu'on n'avait pas l'habitude de fréquenter lors du Livre sur la Place. C'est une bonne adresse, mais le Caméo historique, c'est pas là. Oui, mais celui-là, c'est le Saint-Seb. C'est pour ça que j'ai dit Saint-Seb. C'est rue de la Commanderie, attention. Oui, oui, avec le balcon et tout. Ouais. Mais ça fait longtemps que ça a changé. Donc là, on va avoir un dialogue puisque c'est de l'écran à l'écrit, le thème, un dialogue entre le romancier Pierre Pelot, le bien connu Vosgien. C'est un copain à Charles, oui, ça. Le scénariste Yves Lavandier, donc scénariste de l'institutrice dont Olivier nous parlera tout à l'heure, et le poète et critique Jan Bentens, alors autour des passerelles possibles justement entre l'image et l'écrit. Alors une petite question là, puisqu'on parlait de Pelot, puis qu'on parlait de passerelles, etc. Oui. Quelle est une petite question pour mes amis chroniqueurs. Charles, tu es prêt? Donc, à chaque fois, on se fait avoir. Quel est le roman de Pelot qui a été adapté au cinéma, puis en BD? J'étais en pente douce. Voilà, je savais que c'était trop... Et quel dessinateur? Oui. Il a fait une BD avec Baru qui s'appelle Pauvre Zéro. Oui. Et le dessinateur pour... je sais plus, parce qu'on a mangé une choucroute ce jour-là, je sais plus qui était invité. Voilà. Par contre, on peut dire, c'est qui Jean-Christophe Chauzy. Ah, je savais. Mais oui. Je connais que lui. Oui, je vous en reparlerai de Jean-Christophe Chauzy parce que j'adore, mais à une autre occasion. Donc voilà. Et quelle est l'actrice dans le film? L'actrice, c'est Pauline Lafont. Ah, mais j'ai pas réussi à la voir.
Et quels sont les acteurs? Bon, le temps Jacques tourne. Villeray, Bon, enfin, tout le donc, monde, c'est bon. Jacques Villeray et Bacri. Bon, le temps tourne, donc on continue. Ensuite, au tribunal administratif, a lieu la grande rencontre entre Alice Zeniter et Alison Bechdel. Alison Bechdel, qui est donc une autrice américaine de BD, qui raconte sa vie en trois tomes. C'est une autobiographie. Alors, est-ce que vous connaissez le test Bechdel? Absolument pas. Vas-y. C'est un test qui a pour vocation de déterminer si une œuvre est misogyne ou pas. Je pense qu'on peut le dire comme ça. Et c'est en plusieurs points. Le premier point, je crois qu'il faut qu'il y ait au moins 2 personnages féminins. Il faut qu'ils dialoguent ensemble à propos d'autre chose qu'un homme. Tout à fait. Et je crois qu'il y a un autre point, mais je ne m'en souviens plus. Non, les 3 points, tu as résumé les 3 points. Le premier point, doit y avoir 2 femmes, effectivement, nommées, nom et prénom dans l'œuvre, qui parlent ensemble, c'est le deuxième point. Et le troisième point, justement, de quelque chose qui est sans rapport avec un homme. Et c'est vrai que ce fameux test... Vous avez entendu ce qu'il a dit, Charles? Non, je n'ai pas entendu. Non, je dis, il faut qu'elle fasse la vaisselle. Non, c'est pas... Allez. Est-ce qu'on ne couperait pas le micro de Charles? On pourrait couper son micro. Il peut être puni pendant 10 minutes, Charles. On va le punir. Et justement, ça vient d'un strip d'Alison Bechdel. C'est ça qui a donné lieu. Où justement, 2 femmes discutaient entre elles de ça, de la misogynie au cinéma. Et c'est venu de là. Donc c'est elle qui est à l'initiative de ça, sans le vouloir vraiment au départ. Alors voilà, donc 3 tomes dans Fun Home, qui est le premier tome. Elle va raconter... celui-là est fantastique, hein, je crois que c'est vraiment... c'est sorti en 2006, c'est la première fois où vraiment on parlait d'homosexualité, de genre et tout ça, comme ça, en BD. En plus de ça, c'est super bien raconté, il y a de l'humour, elle y dévoile son homosexualité, et juste avant que son père... lui-même en face autant, et c'est vraiment les rapports avec son père, avec des tas de références aussi littéraires, etc. Le deuxième, ça y est, le nom m'échappe, C'est toi ma maman. Oui, C'est toi ma maman, ça va être les références avec la mère, mais fait sous forme, on va suivre son parcours en psychanalyse, hein, et pareil, des tas de références, Virginia Woolf, entre autres, etc. Et le dernier qui vient de sortir, c'est Le secret de la force surhumaine, et celui-là est centré sur elle. Alors c'est vraiment auto-centré au possible, et elle va se servir de son addiction un peu au sport, de la méditation, justement, et puis alors pareil, les références Kerouac, enfin, etc. Alors voilà, rencontre justement Alison Bechdel et Alice Zeniter qui questionnent la fiction et leur inspiration. Voilà le sujet. Très bien. Grande rencontre. C'est où et à quelle heure Donc je répète, c'est au tribunal administratif, donc le samedi de 13h30 à 14h30. Bien. Voilà. On va faire une petite pause et on repart après. Ouais, on fait une pause. Donc on va faire une petite pause musicale. Il y a Dutronc et Dutronc qui ont fait une tournée, qui vont reprendre une tournée. Donc on écoute une de leurs chansons, je ne sais plus trop laquelle c'est, mais c'est pas grave. Le son des bulles sur RCN. Dutronc et Dutronc, Francine, il reste le dimanche, c'est Monsieur Nassambon. On est encore au samedi, parce que tu m'as coupé, j'en avais encore 2 pour le samedi, mais ça va aller vite. Allez, mais j'avais envie de souffler un peu. Voilà. Alors, Combattante, pour commencer. Combattante, alors toujours avec Yves Lavandier, le scénariste de l'Institutrice. Alors là, ça va être le portrait de 3 femmes qu'on va retrouver au tribunal administratif de 18h à 19h. Donc, l'Institutrice pour Yves Lavandier, j'en dis pas plus, personnage de fiction, Olivier vous en parlera. Ensuite, on a Adrien Bosc et son livre Colonne, alors qui va parler de Simone Weil avec un W et non pas avec un V, c'est-à-dire la philosophe. Il y a une faute d'orthographe, c'est ça? Non, pas tout à fait. À pas confondre. Donc la philosophe est justement de son expérience de 45 jours au cœur des Brigades Rouges. Et enfin, la 3e femme, il s'agit d'une avocate qui est l'avocate qui a défendu les sœurs Papin
lors d'un procès. Et donc, c'est Germaine Brière. Et ce livre de Julien Minkowski s'appelle Par-delà l'attente. Et on a donc l'avocate qui attend le verdict au sujet des sœurs Papin. Vous vous rappelez ce qu'elles ont fait, les sœurs Papin? Absolument pas. Non. C'est deux bonnes qui avaient tué leur patronne. La tarte des soies, non? Non, c'est pas la tartine, non, c'est pas ça, c'est pas ça, Non, Charles. non, non, c'est pas... Oh, il va falloir bientôt qu'on le mette dans un EHPAD, lui, hein, c'est pas possible, ça. Alors voilà, combattantes, trois femmes fortes, au tribunal administratif de 18h à 19h samedi. Ensuite, le samedi soir, alors ça c'est une grande nouveauté, on a Un amour de Proust au théâtre de la Manufacture. Alors là, on a une soirée qui regroupe des romanciers, essayistes, un musicien et la dessinatrice Louison, l'une des illustratrices justement de Carnet de campagne qui vient de paraître chez Dargaud, qui sera évidemment au livre sur la place. Puis en parlant de Louison, je voudrais signaler un album qui va sortir le 5 octobre, qui s'appelle Marilyn Dernière Séance, d'après le livre de Michel Schneider, qui est décédé le 31 juillet, et c'est un petit bijou cet album. Donc voilà, pas encore sorti malheureusement. On passe au dimanche. Oui. Je mets le turbo. Alors dimanche, à ne pas rater, au tribunal administratif de 10h30 à 11h30, lettre de prison entre justement Khaled Biloudi. Alors il y a une petite erreur dans le programme, c'est écrit les couleurs de la douleur. Alors j'ai cherché partout les couleurs de la douleur, j'ai pas trouvé. Évidemment, puisque c'est les couleurs de l'ombre, le titre exact de son livre. Donc c'est un ancien braqueur, un ex-tolard, et qui a découvert l'écriture et la poésie en prison. Et la deuxième, alors ça c'est mon gros coup de cœur, c'est Valentine Cuny Le Calais, qui vient de sortir un album, mais qui est à tomber par terre. Je vous en dis pas plus parce que je le présenterai à l'émission d'octobre. J'ai passé un temps fou dessus. Alors, à savoir qu'à 19 ans, elle a établi une correspondance avec un condamné à mort de 18 ans. Donc, il se trouve dans le couloir de la mort. Et c'est cette correspondance, c'est des entre les deux. Enfin, c'est un petit bijou, un chef-d'œuvre. Et moi, je confirme l'appréciation. Oh, je suis ravie. Mais si j'en ai une que je vais rencontrer, là, c'est elle. Parce que franchement, c'est 26 ans en plus. Sa première BD, c'est un chef-d'œuvre. Comme quoi, un peu de toi, un peu de jeune. Comme quoi. C'est exactement. Il y a avoir du talent, hein. C'est pas le même niveau, mais c'est dingo visuellement, parce qu'on le voit pas quand on écoute l'émission, mais ce livre-là, il est vraiment magnifique. On dirait que toutes les planches sont faites en linogravure. Et c'est à tomber par terre. Les siennes. Et puis c'est tiré quand même, j'avais ramené, parce qu'elle avait avant écrit un livre justement qui s'appelle Le Monde dans 5 mètres carrés. Et c'est à partir du livre qu'ils sont après décidés tous les deux, parce que c'est vraiment à 4 mains. Il explique d'ailleurs pourquoi son nom à lui n'apparaît pas sur la couverture, parce qu'il n'a pas le droit d'y être. Enfin, c'est tout. Je vous en reparlerai. Mais allez la voir, allez l'écouter. Très bien. Et puis, ensuite, au Palais du Gouvernement, de 12h à 13h30, on a une conversation scientifique entre Étienne Klein et Daniel Cazenave sur repenser nos croyances sur l'histoire de l'humanité, de l'apparition d'Homo sapiens à la révolution agricole, entre autres. C'est le fameux Sapiens qui a été adapté chez Albin Michel. Et enfin, lecture de clôture dessinée. Laure Calamy qui va lire les textes de Sfar, et ça se passe à l'Opéra à 18h. C'est la première fois qu'on a un dessinateur de BD lors de la lecture de clôture. Et puis j'avais dit pour terminer, non mais enfin quand même, avant-première, ça sera pas au livre sur la place, mais le lundi 3 octobre à 18h30 à l'Hôtel de Ville, on a... Je ne connais pas. Vous ne connaissez pas? Non. Bon. Allez, Barry pour Bella Ciao. Et je m'arrêterai là. 3e tome, et il faut deviner la recette qu'il y aura à la fin du livre, c'est ça? Je sais. Il me l'avait dit à SOVD à Paris. Je connais la recette, je ne dirai rien. Merci Francine. Et bien là, on va aller à la parenthèse et puis on va écouter Mirko. Bonjour Mirko. Bonjour. Content de te retrouver après de bonnes vacances d'été. Ouais, l'été était bon. Et on est maintenant à 24 heures du livre sur la place. Déjà. Et oui, déjà, le temps passe vite. Ouais. Dis-nous un petit peu quelle est l'importance du livre sur la place pour une librairie comme la parenthèse. On va déjà resituer, c'est que l'importance du livre sur la place pour la ville de Nancy, c'est l'événement culturel avec le NJP le plus important. Et c'est l'événement culturel le plus important en ce qui concerne le livre
dans la région Lorraine. Et même ça devient l'événement important en France. En France, tout à fait. C'est le salon littéraire le plus important après la Foire de Paris. C'est pour la littérature, il y a des enjeux, il y a des listes de concours qui sortent et tout ça. Donc il y a une importance pour la littérature. Et évidemment, en tant que librairie à Nancy, il faut, si on est une vraie bonne librairie, participer au Livre sur la place, participer à cet événement culturel majeur. Il ne faut pas oublier que France Inter se déplace. Il ne faut pas oublier que voilà, c'est 180 000 visiteurs. La plus haute affluence qu'on a eue, c'était 180 000 visiteurs il y a 3 ans, 2019. Après 2 années compliquées, chaotiques pour tout le monde. Donc voilà, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de préparation. Là, on prépare en ce qui nous concerne. Oui, on a vu, il y a des cartons partout. Il y a des cartons partout. On prépare 5000 livres. On va recevoir une 50aine d'auteurs. Il y a eu un travail qui a été fait au fil des années, depuis que la librairie participe avec tous les libraires, parce qu'il y a une association des libraires, l'IRA Nancy, qui est l'association des libraires de Nancy, qui co-organise. On n'est pas juste prestataire, on co-organise avec la mairie le livre sur la place. Et donc, voilà, d'année en année, la bande dessinée a pris de l'ampleur dans le paysage du livre, dans le paysage littéraire du livre, parce que voilà, moi j'estime alors je l'estime depuis toujours, mais maintenant la bande dessinée est une vraie littérature reconnue. Et ça se voit aussi avec des interventions dans le cadre de la programmation, des artistes, des auteurs de bande dessinée qui participent à des tables rondes, qui parlent de leur travail, qui parlent de sujets d'actualité liés à leur travail. Donc tout ça fait que c'est d'une importance. Un petit intérêt économique aussi. Bien sûr, on est là, on est des libraires, on vend des livres. Si on ne fait pas le livre sur la place, on ne va pas fermer boutique. Mais en tout cas, c'est sûr que ça nous permet de vendre... De mettre la cerise sur le gâteau. Voilà, et de pouvoir continuer à assurer une bonne santé pour la librairie. Et c'est le cas de mes confrères aussi. Hein. Tout à fait. Alors, donne-nous 3 raisons de venir te voir ce week-end sous le grand chapiteau du livre sur la place. La numéro 1, c'est il y a moi. Oui, je confirme. Non. Mais là, si tu dis ça à notre antenne, tu vas être envahi de demandes d'autographes. Ah bon? Ah oui, ça va pas me faire vendre de livres. Ça. Non, comme tous les ans, on a une belle programmation encore. Les éditions Albert Michel qui ont redémarré un label de bande dessinée à un stand dédié où ils vont faire venir une petite dizaine d'auteurs. On a toujours une belle brochette d'auteurs jeunesse. Cette année, moi je suis content parce qu'on a l'auteur de Migali et qui, à mon sens, Migali s'adresse au même public que Mortel Adèle. Qui a un succès considérable. Je me souviens que M. Tan était venu plusieurs fois au Livre sur la place avant l'explosion de Mortel Adèle et c'était toujours l'émeute. Donc voilà pour les. Cette année, à Angoulême, il y avait une exposition Mortel Adèle, c'était de la folie. Hein. Ah ouais, mais c'est Mortel Adèle, à mon sens, c'est le nouveau Titeuf. Titeuf, il y a 20 ans, c'était le raz-de-marée, c'était ce qui se lisait dans les cours de récré. Maintenant, c'est Mortel Adèle, c'est bien, c'est dans l'ordre des choses. Toujours, c'est des enfants terribles qui font des bêtises. C'est toujours l'exemple. Ça me rappelle des choses. Ça. Voilà, c'est une vieille recette qui marche bien et qui nous fait toujours plaisir. Ensuite, moi, il y a toujours parmi les auteurs, il y a Pierre-Henri Gaumont que j'admire, que j'aime énormément. À mon sens, il n'a pas fait un mauvais livre. Donc il nous fait encore l'amitié de venir. Il y a encore
eux, ils sont dans la programmation Johan Sfar, qui viendra faire 2 créneaux de dédicace, mais surtout, il y a une belle rencontre pour clôturer le salon dans la programmation. On a la chance d'avoir Alison Bechdel, auteure américaine phare de la BD indépendante, qui fait le déplacement, qui sera en conférence et qui devrait venir signer. Ça, c'est toujours l'inconnu avec les auteurs américains, parce que les agents nous tiennent pas toujours très au courant, mais en tout cas, nous, on est prêts. On est prêts à les recevoir dans de très bonnes conditions, et puis on sera ravis, parce que c'est vraiment une autrice phare, très importante dans la bande dessinée américaine. Voilà, on a toujours des copains qui viennent. Il y a Vincent Bailly qui vient pour partition irlandaise. On a Vincent Mallier qui viendra le samedi après-midi, qui est aussi une grande vedette. Il a travaillé beaucoup avec Régis Loisel, et là il vient pour la 2e partie Ténébros. Donc j'ai presque envie de dire qu'on a une 50aine de bonnes raisons de venir. Et puis le livre, la fête du livre, il faut fêter le livre. Surtout en ce moment, surtout dans le monde dans lequel on vit et dans la tête qui tourne, vu comment il tourne, il faut profiter de cette liberté d'avoir un choix extrêmement important de livres, et voilà, participer aux livres, faire vivre les libraires. Voilà. Alors, je ne dis pas qu'on est des grands défenseurs de la liberté, mais on est des acteurs très importants de la liberté. Sinon, c'est Vincent Bolloré qui nous dit ce qu'on doit faire. La culture fait partie de la liberté, tout à fait. Oui, tout à fait. Le choix de pouvoir dire ce que l'on veut. Et vous avez aussi des danseurs, Sylvie Bessard et Bénou. Ça, c'est pour le lancement de leur nouvelle collection. Exactement. Super collection jeunesse. J'ai beaucoup aimé. On aura l'occasion d'en reparler. Ouais. Donc voilà. Merci Mirko. Et puis demain, ça commence demain après-midi, je crois. Hein. Ouais. Nous, on y va pour installer. On fait la manutention là. On fait le pas le rigolo. Très bien, merci. Merci. Le son des bulles sur RCN. Voilà, merci Mirko. Et maintenant, je me tourne vers Olivier, qui retourne en enfance et qui est retourné voir son institutrice, c'est ça ? Moi, je retourne pas. Je suis jamais sorti de l'enfance. C'est très bien. Je suis très bien là, comme ça. Très bien. Alors, l'institutrice, effectivement, je sais pas où je suis filmé, là, peut-être là, voilà, en face. L'institutrice, c'est un album sur un scénario d'Yves Lavandier, comme le disait Francine tout à l'heure. Yves Lavandier, c'est sa première bande dessinée, si je ne me trompe pas. Et à la base, lui, il est scénariste pour le cinéma. Il donne aussi des cours pour des écoles de cinéma, dont la Fémis. Je crois que c'est une bonne école. Le dessin, c'est de Carole Morel. Carole Morel, on l'a vu sur Nelly Bly. En attendant Bojangles ou Bojangles, et sur Ecume, dont elle a eu le prix Harvey en 2019. Donc c'est quand même gage de qualité. Alors décidément, la guerre, c'est une source inépuisable d'inspiration pour les histoires, hein. Que ce soit le cinéma, les romans ou la bande dessinée. D'ailleurs, on va faire un peu de pub pour le son des bulles. On a déjà traité des chroniques, on a déjà chroniqué quelques albums sur ce sujet. De mémoire, il y avait l'émission de Tardy, qui parle beaucoup de la guerre. Il y avait aussi Le Pinard de guerre de Philippe Pelez et Francis Porcel, et la formidable Madeleine Riffaut de Jean-David Morvan et Dominique Bertheil. Là, vous allez fouiller dans les podcasts disponibles sur le site de RCN et vous trouverez tout ça. Alors, avec l'institutrice, on plonge en plein cœur de la Bretagne, à Ploménéac, dans un petit village des Côtes-d'Armor. Alors, l'histoire commence précisément le 19 juin 1944. Et là, ça fait 13 jours que les Alliés, faudra couper Jean-Luc, les Alliés ont débarqué en Normandie. La première case de l'histoire nous montre Ploménéac sous la pluie et la grisaille. Alors, rassurez-vous, il s'agit là d'une représentation allégorique de l'atmosphère lourde et oppressante d'une vie sous l'occupation. Et c'est pas du tout la description d'un climat soi-disant maussade de cette belle région. Alors donc, dans ce petit bourg, je tenais à le préciser, dans ce petit bourg de Ploménéac, les auteurs nous racontent l'histoire de Marie-Noël Mener, qui est l'institutrice du village. Et on voit que dès la couverture de l'album, Marie-Noël, c'est un personnage avec un fort caractère.
Sa posture et son regard face aux deux militaires hostiles en dit long sur sa détermination à protéger les enfants qui sont en arrière-plan. Alors cette chère Marie-Noël, elle est maîtresse d'une classe unique et mixte à différents niveaux, une petite dizaine d'élèves, des filles, des garçons, des petits et grands, que l'institutrice mène fermement à la baguette ou plutôt à la règle en bois. Mais, oui, ça rappelle des souvenirs. Ah oui. Quel bon temps. Mais néanmoins, dans cette éducation, on sent quand même une immense bienveillance dans les rapports entre l'institutrice et les élèves. Car bien évidemment, pour Marie-Noël, rien n'est plus précieux à ses yeux que les enfants de Ploménéac. Alors, quand en cours d'année, un jeune adolescent orphelin, juif, arrive au village, l'institutrice s'applique à l'intégrer au groupe des élèves sans en dévoiler la réelle identité. Alors précisons que Marie-Noël est une résistante et avec quelques autres villageois, ils forment un petit réseau de lutte d'opposition. Et puis un jour, forcément, c'est comme tout, le secret finit par être dévoilé et Marie-Noël, elle va devoir faire face avec courage à l'occupant nazi et surtout à la milice bretonne. Ça, on n'en avait jamais trop parlé de la milice bretonne. Donc elle va être confrontée à un comportement hostile aussi de certains élèves qui reproduisent le plus souvent les dires de leurs parents, qui véhiculent une image dégradée du peuple juif. Alors que pourra-t-elle faire contre la haine entretenue depuis des millénaires, de génération en génération? Ça, je vous laisse le découvrir dans cet album et dans la deuxième partie de l'album qui paraîtra fin septembre, début octobre. Le 28 septembre, pour être exact. Alors on vérifiera. Le 28 septembre. Tu peux. Voilà. Donc l'institutrice, c'est un formidable, pour moi, un formidable portrait de femme résistante. Son combat, il est héroïque, mais au sens olympien du terme. Elle est seule face à une troupe armée et sauvage, aveuglée par la haine. Elle est seule pour protéger son groupe d'élèves et elle est seule pour redonner raison à des enfants qui ont perdu une partie de leur innocence. Mais elle est farouchement accrochée à une envie de liberté, de justice, et c'est surtout son cœur de femme, son instinct maternel et son amour pour les enfants qui lui donnent la force et la volonté de se battre. Et puis les auteurs n'oublient pas non plus de nous rappeler que Marie-Noël est une femme qui rêve d'insouciance, de liberté, de joie simple et d'amour avec un grand A. Et alors je vous laisse quelques notes de musique qui font danser Marie-Noël au début de l'album. Et moi, je vous conseille chaleureusement la lecture de cet album. C'est lui qui a parlé le premier, ou bien si c'était moi qu'avait fait les avants. Bon, il me reste 30 secondes pour dire à Charles que sa rubrique sur Tintin c'est reporté au mois prochain. Je veux quand même vous donner 3 conseils. Il y a en ce moment une expo Chris Ware au centre Pompidou. Allez la voir. Allez la voir. On est plusieurs ici à l'avoir vu à Angoulême, c'est une vraie merveille. Moi, j'ai vu les deux. Voilà. Et en plus, pour préparer la visite, vous avez sur YouTube une vidéo de Peters qui présente l'exposition. Bon, allez la voir avant qu'elle reparte aux États-Unis parce que ça vaut vraiment le coup. À l'imagerie d'Épinal jusqu'au 19. Alors, je sais pas si je l'ai dit. L'exposition là, elle est jusqu'au 10 octobre. À l'imagerie d'Épinal, vous avez une expo sur Posada qui est très très intéressante. Et il y aura une équipe du Son des Bulles qui sera présent à Saint-Malo au festival Quai des Bulles qui aura lieu le 7, 8 et 9 octobre. Donc moi j'y vais pour manger des huîtres, un plateau de fruits de mer, des gâteaux bretons et boire une bouteille de cidre. Bon, si Du chouchen aussi. Voilà. Bon, si après on peut aller voir l'exposition d'Erf Bakker, on ira sans doute. Mais ça, on vous en reparlera plus tard. Prochaine émission. Et juste une dernière exposition au château de Malbrouck, quand même, Goscinny. Oui. Scénariste quel métier, elle est encore visible jusqu'au début octobre, je crois. Donc celle-là aussi, il faut la voir. Voilà, prochaine émission le 6 octobre. Merci à Jean-Luc qui était à la technique. Merci. À Benoît et Sylvie qui étaient parmi nous. Merci à vous. Bye bye. Merci. Au revoir. RCN, www.rcn-radio.org